Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir à mes côtés cette jolie demoiselle. On a décidé ensemble de partager nos expériences en ce qui concerne la procédure de voyage du Cameroun en Italie en tant que des étudiants bien sûr. Si c'est la première fois de me découvrir, de passer par là, bienvenue dans la communauté. Ici, on parle d'opportunités de voyage vers l'Italie, opportunités de formation. N'hésite surtout pas à t'abonner, like, partage pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné par cette jolie demoiselle dont je laisserai le soin et tout le temps de se présenter, de dire qui elle est et de nous parler brièvement de son parcours. Merci de me passer la parole, Arnold. Je m'appelle Muriel Flora, étudiante en Italie depuis 2 ans déjà. Et voilà, je suis ici pour mes études, bien évidemment. Ok. Comme vous avez bien suivi, comme la majorité de tous les jeunes Camerounais en Italie qui arrivent pour les études, avant de parler de tes études en Italie, on va d'abord rentrer au Cameroun, comprendre plus ou moins où tout a commencé. Exactement. Quel a été le motif, ou du moins pourquoi est-ce que tu as choisi l'Italie comme pays d'accueil? Ok, alors à la base, je suis titulaire d'un baccalauréat D, Ok. au Cameroun, obtenu en 2020. Et en 2020, j'ai décidé de m'inscrire à l'université et étant dans l'embarras de choix au niveau de la filière. Ok. Dans un premier temps, je suis passionnée de géologie. Du coup, je me suis inscrite à l'université de Yaoundé 1 en filière géologie, Ok. où j'obtiens ma licence en 2023. Bravo. Ouais, exactement, en 2023. Et en ce moment-là, je me dis que, ok, il est temps, par exemple, pour moi, par exemple, de sortir du pays. D'explorer d'autres. Voilà, exactement, justement. Et en ce moment-là, j'avais une amie. Ok. J'ai une amie qui aujourd'hui, elle est plus qu'une sœur et tout. En ce moment, elle me donne l'idée comme quoi de venir aussi également en Italie. Ok. Et j'étais confrontée à l'idée de soit venir continuer dans ma filière géologie que je faisais, ou alors venir faire des études en médecine parce que c'était quand même mon deuxième choix avant que je n'aille par exemple à l'université de Yaoundé 1. Ok. Et exactement en septembre 2023, on décide que j'aille faire les cours de langue italienne et j'étais totalement d'accord. Et en ce moment-là, je m'inscris au cours de langue en septembre et juin 2024, j'arrive en Italie et je commence Tu mes commences études. tes études, ok. Tu nous as parlé plus ou moins de ton parcours, tu as paraphrasé plus ou moins. J'aimerais qu'on revienne sur ta procédure en elle-même. Est-ce que tu as eu des difficultés, tu as rencontré des difficultés durant ta procédure ou pendant la période d'apprentissage de la langue? Alors, en ce qui concerne la langue, je vais dire que j'étais très objectif et je me disais que je n'avais pas vraiment trop droit à l'erreur et tout. Parce que, sachant que dans nos familles, c'est pas toujours. Voilà, du coup, il fallait vraiment, si on décide de me payer des cours de langue, il va falloir que je me réussisse. Et voilà, ça s'est très bien passé. J'ai fait la TIS de décembre 2023 et ce qui s'est très bien passé. Donc, au niveau cours de langue, ça a été parfait et tout. Et voilà, lorsque les résultats sortent en mars, je pense que c'était un 7 mars 2024, et du coup, il fallait donc qu'on se lance dans la procédure, n'est-ce pas? Voilà, tout en sachant que je n'avais pas de parents qui pouvaient, par exemple, être garants de moi. Par exemple, il a fallu que je cherche un garant et tout. Sauf que le garant que je cherche en ce moment-là, on se donne un rendez-vous, on se fixe, vous connaissez les modalités, voilà. On se donne un rendez-vous pour une date à laquelle il doit me remettre des documents de garant et tout. Et tout en sachant que j'étais censée arriver en Italie en mai 2024 parce que je devais passer le concours de médecine le 30 mai 2024. Sauf qu'il a perdu tellement de temps. C'est en fin mai justement qu'il me remet les documents de la prise en charge également. Sauf que même quand je prends les documents, je pars déposer les documents à l'ambassade, je reçois un préavis. Oui, je reçois un préavis. Là, je reçois le préavis, on est déjà vers le 15 juin par là. Parce que mes documents ont fait un peu plus d'un mois à l'ambassade et tout. Vers le 15 juin, je reçois un préavis. Sachant que la deuxième date d'examen
pour médecine, c'était le 30 juillet, donc c'était vraiment ma dernière chance en ce moment-là. Et pris dans le stress, tout ce qui allait avec, la vérité c'est que c'était pas facile. C'était pas facile du tout. Et quand je reçois le préavis, ça devient. Je tombe. Donc, j'étais choquée parce que jusque-là, tout se passait bien. Donc, je ne m'attendais pas vraiment à. Tu attendais juste ton visage. Ouais, exactement. Mais par la grâce de Dieu, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui a pu me résoudre le problème très rapidement et je le remercie d'ailleurs et tout. Mais je ne sais pas si j'ai le droit de le mentionner. Non, si tu as envie de faire un petit coucou, la personne va le faire tout de même. Je n'ai pas de soucis en ce qui concerne la publicité. Ok, coucou Harold qui m'a beaucoup aidé dans ma procédure et jusqu'aujourd'hui, je le remercie beaucoup pour cela. On te remercie tous ensemble, monsieur Harold. D'accord. Donc, on a parlé plus ou moins brièvement de ta procédure et j'essaye plus ou moins de m'identifier à ce qu'elle a dit et je vais vous parler plus ou moins un peu de ma procédure, de comment est-ce que les choses sont passées. Moi, je me souviens quand je fais les cours de langue, en tout cas, en ce qui concerne la procédure du Cameroun, jusqu'en Italie, j'ai rencontré des problèmes à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la langue, au niveau de la documentation pour la procédure. Je me rappelle quand je passe mon bac, je passe en 2017. Je passe en 2017 et je commence les cours de langue directement, Et après peut-être 2 mois, je tombe malade, donc je suis contraint de laisser. Mais quand même à la fin, j'étais quand même déjà un peu plus ou moins sur pied. Je viens, je compose, je valide rien du tout. Et puis, la deuxième séance arrive. Quand la deuxième séance arrive, il y a mon partenaire qui me dit qu'il n'a plus d'argent pour nous payer les cours de langue. Donc, je suis contraint de quitter de chez Marisa, elle s'appelait. Oui, je pense. Marisa, oui. Pour ceux qui ont fait cours à Douala, là, c'est pas une publicité que je fais, mais. Donc, je quitte de chez elle. J'ai la chance de rencontrer une femme au camp, Madame Peggy. Et là-bas, elle me prenait très moins cher. Donc, j'arrive à jongler. L'année là, j'arrive à jongler, je paye quand même seul. Mais, j'échoue encore. Oh, j'imagine. J'échoue encore et je laisse 2 matières. Ouais, je vois. Et quand j'échoue, je reviens. La vibe a changé, les nouvelles têtes, je rencontre énormément de belles personnes, de belles femmes. J'imagine qu'entre-temps, tes amis ne font que voyager. Non, à cette époque, j'ai toujours quand même été solitaire. C'est après, quand j'échoue déjà la deuxième fois, que je m'ouvre aux gens et tout, j'ai quand même toujours été solitaire. J'étais toujours... Du coup, même ceux qui voyaient, ça ne me disait rien parce qu'on n'était pas amis. Pas d'affinité, pas d'impact sur toi. Je venais, je faisais ce que j'avais à faire, je rentrais chez moi. Et puis quand je rencontre ces gens-là, ce qui m'ont fait comprendre en fait à cette période, c'est que on ne vient pas à l'école pour faire uniquement l'école. On était en boîte de nuit presque tous les week-ends. Mais après, nous tous, on avait validé sur nous. Ou du moins, c'est plus de la moitié. Donc, c'était vraiment une famille et il y avait tellement d'aide. Tu ne pouvais pas avoir besoin. Même au niveau familial, si tu avais peut-être des problèmes au niveau de la famille, on s'arrangeait, on te soutenait et tout. Ouais, justement. Il faut avouer qu'au centre de langue, c'est pas seulement vraiment l'école parce qu'on rencontre de très belles personnes qui impactent beaucoup. Exactement, qui nous accompagnent peut-être jusqu'à également. Donc cette fois-là, quand j'arrive, je passe. Je passe et il y a la procédure qu'on doit lancer et tout. Moi, il faut que je rappelle, je partais pas aussi bien, peut-être en naïveté, je sais pas, mais j'avais un téléphone qui dérangeait. Vous savez, quand on vient parfois des moments, des points un peu reculés et difficiles, on essaie de jongler avec ce qu'on a. Donc, j'avais un téléphone qui dérangeait et l'ambassade à cette période, je ne sais pas si aujourd'hui c'est le même truc, la même procédure, on nous envoyait 2 mails. On nous envoyait d'abord la documentation à remplir, puis après on nous disait comment on devait classer plus ou moins, c'était ça. C'est plus que... Ok, c'est plus en chargé. Ok. Donc, ils nous envoient les mails. En fait, ils nous ont envoyé 2 mails. Moi, j'en avais reçu que... Oui, exactement. Et puis, je remplis ma documentation. Et ma prise en charge aussi était un peu compliquée. Au départ, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. La personne qui voulait faire ma prise en charge, vers la fin, c'est vu me dire qu'il ne pouvait plus parce que sa petite soeur devait venir. Donc, ça, je comprends totalement. Et la même personne, en fait, me fait comment ça s'appelle encore, la logio. Le logement. Oui, la logio. Et dans la logio, on signait, il y avait 2 parties où on signait. Lui, il n'avait signé que la première partie. Donc, et c'est pour ça que tous ceux qui font les procédures, du moins ceux qui viennent vers moi demander conseil, j'ai dit toujours, vérifiez toujours si vous avez bien rempli, si vous avez bien signé. Comme ça venait de l'extérieur, moi je me disais tout est bien fait, la personne a pris du temps et tout. Je pars directement, je stampe, je classe ce que je devais remplir, moi-même je remplis, je classe. Et j'arrive à l'ambassade, je constate dès la porte d'entrée, le portail, je constate, voyant tous les autres, je réalise qu'en fait, je
je suis tout sauf en ordre. Ah ouais, Mais je me d'accord. dis, aujourd'hui, c'est mon jour où on m'a programmé, je ne peux pas juste rentrer comme ça. Ouais. J'entre et même avant d'arriver à ce niveau, Ça veut dire que si je comprends bien, à votre époque, vous allez directement déposer vos... oui, on pardonne Ah, amener ok. moi j'ai amené ma documentation moi-même à l'ambassade. Ok. J'ai payé mes frais de trucs directement à À l'ambassade. l'ambassade. Ah oui. Donc je me souviens aussi même avant ça, je vais revenir sur ce qu'on appelait colloque à l'époque. Moi j'ai été tellement frustré par cette ambassade, je l'ai tellement raconté, bon je raconte encore pour ceux qui ne savent pas. Le jour du colloque, je quitte de la maison, j'arrive au centre. J'arrive au centre, je suis stressé. Il y avait le stress. Et c'était aussi en 2018 ou 19, en 2019 je pense. C'était une période où c'était devenu tellement difficile. Il y avait déjà la Chills qui faisait son tamis et tout, ça filtrait. Tu arrivais au colloque aussi, on te filtrait. Et puis après ça, tu faisais ta documentation. C'était pas obligatoire, enfin, le visa n'était pas obligatoire, plus ou moins. Parce que l'année antérieure, les années avant, quand tu avais déjà ton colloque, tu étais sûr que tu voyageais. Donc on arrive cette année-là au niveau du colloquio, j'arrive, il y a un monsieur qui nous enregistre, il parle, je ne comprends rien. J'ai l'impression que j'ai jamais appris l'italien, j'ai jamais parlé. Wow. Et quand j'entre, il parle, je ne comprends pas. Mais je vois juste les gens entrer, s'aligner. Moi je m'enregistre, j'entre, je m'aligne. Et quand je revois encore tout ça, plus les années passées, je m'assois, je regarde encore tout ça, et me dis, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Parce que j'entrais, et quand j'entre, je vois tout le monde aligné d'une manière, moi je m'aligne totalement opposé à comment tout le reste soit aligné. J'imagine que ça peut être également le stress. Peut-être. Voilà. Peut-être. Et quand je m'aligne, c'est le même monsieur revient me dire, mais moi ça aligne, pourquoi toi? Ouais. Je me retourne. Tu es totalement perdu. Ouais, exactement. Et puis devant nous faire le discours, comment les choses vont se dérouler quand on va entrer pour faire le colloquium. Les règles à suivre. Oui, j'étais tellement concentré sur ce monsieur qu'il a su que je n'avais rien compris de ce qu'il a dit. Il m'a demandé de répéter. Ah ouais, j'imagine. Il parle en italien clairement, ouais. Je n'avais strictement rien compris de ce qu'il a dit. Oui. Et en plus, derrière moi, j'avais un ami. On faisait les cours de langue, on s'était rencontrés et tout. Et mon ami derrière, je ne sais pas pourquoi lui, il avait levé la main pour dire qu'il a tout compris. Et puis on lui demande de répéter tout ce qu'il a compris. Et il a répété mot pour mot ce qu'on a dit. Le monsieur est venu, il a pris mon nom sur la liste, il m'a demandé mon nom. J'ai donné mon nom, il a souligné. Je savais que mon colloque était fini. Donc du coup, j'entre, je m'assois, je baisse la tête. Tout le monde autour, non, il faut garder espoir peut-être et tout. Je baisse la tête. Et puis même mon ami là, quand il était en train de faire son colloque, que je n'ai même pas su, il est sorti, il m'a dit qu'il a pas... Enfin, c'est dehors qu'il me raconte tout ça. Il me dit qu'il m'a dit en sortant qu'il a passé, je n'ai même pas vu. Donc, il était tellement dépassé. Tu devais être troublé et... Justement. Et tu voyais un peu ton rêve de futur bandiste s'envoler. Non, on est tous passés par là. Et exactement. Et quand mon tour arrive, on m'appelle. Comme par miracle, j'entre, la dame qui m'évalue. Elle me salue, elle me met vraiment à l'aise. Et je commence à comprendre ce qu'elle dit. Oui. Et en ce moment, je me dis dans ma tête, tu es en train de jouer ton avenir. Soit tu restes dehors, soit tu es dedans. Et tu te concentres. Exactement. Je me dis, bon, ok, au moins si je comprends ce qu'elle est en train de me dire, c'est elle qui m'évalue. Elle me demande, est-ce que tu es prêt, tu veux que je dise, non, je suis prêt. Elle me passe à cette époque-là, on me donnait les feuilles, tu devais lire, comprendre le texte, après on te posait les questions. Et on évaluait un peu votre niveau de langue. Exactement. Et puis elle me demande si je suis prêt. Je dis, je suis prêt, elle me donne ma feuille. Quand je prends ma feuille, je lis. C'était un truc. À cette époque-là, quand on savait comment ça se passait, on se préparait en avance. Et on regardait aussi plus ou moins ce qui se passait dans le monde. Et moi, le sujet qu'elle m'avait donné, c'était un sujet que j'avais déjà lu, j'avais même regardé à la télé et tout ça. Donc, ça se passe super bien. On disait aussi, super, si tu avais passé, tu avais échoué. Wow. Donc, elle me dit, tu as passé. Je sors, je rentre. Ça, c'était je suis revenu pour mieux expliquer. Maintenant, je reviens sur ma procédure. Quand j'arrive à ma documentation qui est totalement en désordre, j'avais oublié aussi l'original de mon Si je comprends bien, le colloque devait passer avant que, exactement, parce que tu peux arriver au colloque et on te dit que tu as échoué, donc on n'a pas besoin de documents. Exactement. Donc j'arrive à ma documentation, il y a cette partie que je n'ai pas signée, il y a l'original de mon bac que je n'ai pas amené avec moi, et il y a mes documents qui sont mal placés. Donc tout était fait pour que cette femme-là se fâche. Je lui donne ma documentation, elle tourne d'abord et dit, mais tu as d'abord mal placé, pourquoi tu n'as pas bien placé? J'essaie de lui dire que je n'avais pas vu le message et tout. Et puis elle regarde, c'est pas signé, elle me dit, mais pourquoi c'est pas bien signé? Là, je lui dis rien. Elle me dit, où est l'original de ton bac?
Je reste comme ça, je regarde. Elle prend ma documentation, elle balance devant moi. Il faut rentrer, sort, tu n'as plus rien. Oh, Je me dis, ma putain, après toutes les souffrances, toutes les dépenses que j'avais faites, je me dis, mais tout vient comme ça s'arrêter. Je sors, je me place devant l'ambassade. Je ne sais même pas où je suis. Après quelques minutes, je rentre. Parce qu'après ça, il y avait déjà les amis qui sortaient, qui venaient un peu me consoler et tout. J'imagine que ça n'a pas du tout été facile à t'écoutant comprendre que ta procédure, c'est plus vraiment. C'est vrai que beaucoup de personnes me le disent, et sûrement c'est vrai, qu'avec le temps, par exemple, à notre période, la procédure, elle devient de plus en plus. Voilà, par exemple, moi, j'ai pas fait de colloque pour voyager, par exemple. Ils ont un peu ramolli, je vais dire ramolli les choses, on va dire, on va utiliser ce terme. Et après ça, quand je sors, il y a des amis qui sortent derrière et me disent, bon, en fait, elle a demandé que tout le monde rentre et qu'on se prépare, on revient demain et tout, va, prépare ta documentation et reviens. Le lendemain, quand je reviens, tout se passe bien, je lui donne et tout. Et puis après, toujours dans la procédure, mais là, ça se passait super bien pour moi. Par contre, mon ami, tu te souviens, je t'ai dit, j'avais un ami qui avait tout recopié et tout. Donc, quand on marchait pour la documentation, parce qu'on avait aussi marché ensemble, on a fait signer notre truc ensemble. Et il y avait ce qu'on a, le regito. On faisait, tu as fait le regito. Il fallait faire le regito au pays, déclaration des revenus. Déclaration de revenus, si. Okay. Du garant. Bon, là, nous, on faisait nos déclarations de revenus indépendamment du garant. Ah non. À notre époque, bah, je sais pas. Peut-être bon, peut-être que les gens ne m'ont pas. Exactement. Nous, on faisait la déclaration de revenus et ils n'avaient rien déclaré. Oui. Moi, je lui avais posé la question, mais pourquoi tu ne déclares rien? Tu pars juste venir en signe et tout. Et en plus, bon. Grosse erreur, clairement. Oui. Il me dit non, il est en train de penser à sa bourse en Italie. Il dit, tu es encore au Cameroun, tu penses justement, à sa bourse déjà en Italie. Exactement. Et lui, il me dit non. Et quand on passe au colloque tous ensemble, quand on revient récupérer les passeports, et je pense que j'étais devant lui, je récupère mon passeport. Lui, quand il récupère ça, il n'a pas de visa. Oh, dommage. Dommage. Et c'était très compliqué. Et puis après le voyage, on arrive en Italie. Toi, quand tu es arrivé en Italie, ce que tu pensais de l'Italie, l'imagination que tu avais de l'Italie, est-ce que ça a été ta réalité ou du moins c'était totalement opposé à ce que tu pensais? La vérité, sans paraître par exemple, je sais pas, indifférente et tout, mais je n'avais pas un rêve particulier de me comme je vois les gens et tout. Je savais que je quitte le Cameroun, je pars dans un nouveau continent où les choses sont plus ou moins plus développées et tout, mais je n'avais pas vraiment un rêve de je vais vivre une vie de star, non. Du coup, je savais que je venais pour les études, je suis arrivée, je n'ai pas tellement été éblouie. C'est vrai que j'aime la vie que je mène ici, j'aime la vie que l'Italie me propose et tout, mais je n'avais pas vraiment un rêve, déjà je suis tombée des nuages, quoi. Non, pas du tout. Donc, du coup, je vais dire que rien de spécial, rien de spécial et voilà. Déjà que mon arrivée ici, ça n'a pas été la chose la plus waouh. Parce que quand j'arrive en Italie très tôt le matin, 8h comme ça, mais c'était un dimanche matin. Et malheureusement, la personne qui devait venir me chercher n'a pas eu le temps. Bref, n'a pas pu venir. J'étais là avec un téléphone, avec la puce du Cameroun, mon téléphone était quasi éteint, impossible de joindre personne. J'avais juste l'itinéraire, parce que la personne m'avait donné l'itinéraire, genre ok, si à telle heure, je ne vois pas quelqu'un qui va venir te chercher, voilà l'itinéraire à suivre. Donc imagine quelqu'un qui arrive qui sort du Cameroun, qui arrive en Italie pour la première fois, doit quitter par exemple, je suis arrivée par Milan Malpensa et il fallait que je me rende à Parma. Donc tu peux imaginer le trajet que je devais faire seule. Et en ce moment, j'ai vraiment réalisé que ça sera très long. Ça sera très long et tout. Parce qu'à un moment donné, j'ai carrément pleuré. Parce que quand j'essayais de me renseigner, mon niveau de langue n'était pas, on peut imaginer. Parce que quand tu sors du Cameroun, peu importe, enfin, on va parler du bidou et tout. Tu vas peut-être parler, mais l'accent, parfois, l'accent, ça fait toute la différence et tout. Après, il faut aussi dire que tu es dans un milieu différent, la peur qui est là. Et la peur, la première fois vraiment que je me retrouve au milieu des, on va le dire, des blancs comme ça, là, à l'aéroport de Madrid, c'est grand. Donc tu vois les gens passer, toutes les nationalités, tout le monde passe, tu ne sais même pas à qui. Parce que pour arrêter même quelqu'un et poser la question,
Tu vois Parce un qu'après, peu. ils ont un peu, excuse-moi de te couper, ils ont un peu cette image du noir qui va venir juste pour demander de l'argent. Ils n'ont pas Oui, vraiment le temps, ils ne cherchent pas à accorder le temps et l'importance de ce que tu dis. exactement. C'est vrai que c'est pas tous. Et finalement, Voilà. c'est comme ça que j'arrive à me renseigner. Et il y a aussi un système de prendre les trains. Par exemple, quand tu es à l'aéroport ou bien dans une station de train et tout, euh, parfois tu vas aller dans une ville, mais ce n'est pas, c'est une ville intermédiaire. Ça fait en sorte que quand tu vas sur les panneaux là, je regarde pas, moi par exemple, je ne vois pas. Pourtant, il faut prendre une ville et sachant qu'à un moment donné, non, même pas la correspondance, sachant qu'à un moment donné, c'est une ville, tu vas devoir descendre. À part entre Par exemple, je la pense ville que ça et s'arrêtait à Bologne. Le train que je devais prendre partait à Bologne et tout. pas Maille avant. Du coup, je n'avais jamais pris de train de toute ma vie. J'avais deux valises de 26 kilos, même pas 23 kilos. Deux valises de 26 kilos, une autre valise de 10 kilos et mon sac à dos, donc tu peux imaginer. Et dis-toi que mes valises étaient cassées. Ça fait en sorte que je ne pouvais même pas tenir les tout valises. droit. Donc, ça a été un peu comme un choc. Exactement. Là, déjà, quand tu viens d'arriver, la voilà. difficulté, tout ce qui va avec. Du coup, quand je suis arrivée à Parma ce jour, je me suis dit que c'est vrai que ça sera compliqué, mais si j'ai pu m'en sortir aujourd'hui, ça veut dire que ça va aller. Ça va aller. Rien ne va t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Exactement. Et on parlait de ton arrivée en Italie. Est-ce qu'une fois en Italie, tu as on parlait de ton choix posé beaucoup plus sur la médecine. Est-ce que tu as pu faire cette filière ou comment est-ce que tu t'es orienté? Alors, quand j'arrive en Italie un jour avant mon jour d'examen, finalement. Et voilà, je pars faire le concours de médecine. Sauf que, à l'issue de l'examen, en septembre, quand les résultats sortent, je n'étais pas préparée. J'ai échoué le concours de médecine, tout simplement et tout. Mais le plus grave même, ce n'était pas ça, parce que après ça, je me disais, bref, d'après l'orientation que j'avais eue, normalement, d'après les universités, en fonction de certaines universités et tout, on devrait directement me réorienter dans mon second choix de filière, par exemple. Sauf que en ce moment-là, j'avais fait mon talk pour la seconde filière pharmacia très tard. Tu vois un peu, ça fait en sorte que quand je reviens au niveau de mon université pour m'inscrire en pharmacia, ils ont... il n'y a plus de place. Ils ont dit que non, j'ai fait mon talk tard. Tu vois un peu, j'avais mon résultat de talk comme ça entre les mains. Et je n'étais pas la seule d'ailleurs. Je n'étais pas la seule et tout. Et voilà, c'est ce qui s'est un peu passé. Et en ce moment, on m'avait conseillé de faire une filière, par exemple, biologie ou alors biotechnologie. Et après, je pourrais faire un passage de cours et voilà. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu te trouves en Italie? Les difficultés que tu rencontres dans le milieu universitaire en tant que, je veux dire, africaine résidente en Italie, l'intégration, est-ce que ça a été facile? Pas du tout. Je dirais pas du tout. Parce que déjà, quand j'arrive en première année, par exemple, j'étais la seule noire de ma filière. Seule noire de ma filière et dans une filière où il y avait plus de 300 personnes. Tous des blancs entre parenthèses, c'est même pas et tout. Et ça a été très difficile parce que je ne suis pas, de nature, je ne suis pas quelqu'un qui fait le premier pas. Du coup, peut-être tout le premier semestre, j'entrais, je faisais cours. Il y avait les jours, je ne partais même pas à l'école, je ne partais même pas en cours. Pas parce que je voulais forcément faire le cours, mais le fait de savoir que quand je vais entrer, tous les regards sont braqués sur moi. Et ils ne se cachent pas, il faut le dire. Ils ne se cachent pas, tu vas entrer là, tout le monde se tourne, on te regarde et c'est un peu frustrant parfois. C'est vrai qu'à un moment donné, tu vas te dire je m'en fous et tout. Tu vas aller en cours une fois, deux fois. Il y aura un jour où tu veux me péter un câble et tout, tu ne vas plus revenir. Donc, j'ai manqué les courses quelques jours pour ça et réellement, je vais dire vraiment pour cela et voilà. Mais avec le temps, j'essaie aussi de faire le premier pas vers certaines personnes. Et en général, ils sont accueillants. Quand tu vas vers eux, ils s'ouvrent à toi et voilà. Du coup, là maintenant, je peux dire que ça va. Ça va. Moi, je reviens un peu à ton sujet quand tu parles un peu plus ou moins du regard des autres. Moi, quand j'étais arrivé, j'étais le seul dans ma filière, mais pas le seul noir dans l'université. Je faisais le Polytechnique, tu vois. Mes premières 2 semaines, quand je venais m'asseoir,
tous les blancs qui étaient autour de moi se levaient par terre. Donc, toi, peut-être c'était le regard. Imagine-moi quand je viens m'asseoir, les gars se lèvent et partent. Donc, c'était vraiment traumatisant. Ouais. Et puis, peut-être dans ton université, est-ce que les professeurs ont essayé plus ou moins d'entrer en contact avec toi, chercher à comprendre si les choses se passaient bien? Non, Hmm. non. C'est ce qui rend généralement les choses encore plus difficiles. Exactement, parce que quand j'arrivais, moi je ne pouvais pas faire face à ces problèmes-là que toi tu avais par exemple, c'est quoi? Généralement, je ne vais pas le mentir, jusqu'à présent, c'est toujours le cas. J'arrive très très généralement en retard. Si le coup c'est 9h, je vais arriver peut-être à 9h02 et tout. Et les Italiens, je dirais, parce que je les ai côtoyés, ils sont très très ponctuels. Ça fait en sorte que quand j'entre, il y a déjà tout le monde. Et je peux choisir où je vais aller m'asseoir. Ok. Il suffit seulement que je vois une petite place au milieu des Italiens. Je m'insère là parce que je sais que s'il y a peut-être une parole que je n'ai pas suivie, je peux demander à quelqu'un. S'il y a personne à côté de toi, tu perds. C'est clair que tu perds. Non, après, plus, Donc, moi dans mon cas, après ces 2 semaines, les choses allaient plutôt bien. Je m'étais même fait un groupe d'amis, mais bon, que pour l'école, rien d'autre. Si on essaie un peu de sortir dans le milieu scolaire, dans le milieu universitaire, ton adaptation même dans le pays, je veux dire la vie sociale, comment est-ce que tu as trouvé? En fonction de ton niveau de langue, est-ce que c'était facile? Est-ce que tu as eu à rencontrer des problèmes? Tu as eu une anecdote à nous raconter? Si j'ai rencontré des problèmes, je dirais non jusqu'à ce que je décide d'aller faire un job d'été. Je ne sais pas si je vais un jour oublier ça, mais ça a carrément été un traumatisme pour moi, autant que moi. Parce que quoi, j'arrive, je n'ai pas fait un job d'été en tant que caméra de salle là, genre serveuse quoi. Voilà, du coup, je suis la seule noire une fois de plus dans toute l'entreprise. Dès mon départ, quand j'arrive, je suis d'abord la seule noire et tout. Je travaille en salle. Parce qu'ils disaient que bah, ils ne veulent pas m'envoyer dans les chambres parce que physiquement, ils me veulent en salle. Pourtant, moi, je pourrais, par exemple, faire peut-être les travaux de chambre et tout. Ils me veulent en salle et tout. Avec les clients. C'est vrai que personnellement, je savais que ça faisait genre, ça me donnait un avantage. Je rencontrais les gens, je communiquais avec les gens et tout. Ça te permettait même d'augmenter ton niveau de langue. Exactement, et tout. Ça a été tellement difficile parce que j'avais une chef de salle qui était très raciste, je le dis. Très raciste. Tu vas par exemple remarquer à un moment donné, on est en train de travailler et par exemple, lorsqu'il faut par exemple jeter les restes de nourriture, quelque chose qui est totalement naturel dans un restaurant de haute classe. Exactement et tout. Lorsqu'on est en train de jeter par exemple la nourriture, elle va peut-être dire que non, ici là on jette la nourriture, mais en Afrique là-bas les gens ont faim, ils manquent de quoi manger. Le truc c'est moi, que. je vais désolé de te couper. Ouais. Quand elle te le disait, tu restais tranquille, tu ne répondais pas. La vérité c'est que j'ai d'abord eu un autre premier choc quand j'arrive en Italie, c'est que les Italiens ne se querellent pas. Les Italiens ne. Je ne sais pas comment dire. Du cigare, déjà, les discussions. Non, pour dire que, comment est-ce que je vois les Italiens? Ils sont du genre, peut-être, ils ont quelque chose peut-être à te dire. Ils vont te dire ça de façon subtile, même s'ils savent que c'est blessant, mais ils essayent de camoufler ça dans. Tu vois un peu le truc, ça fait en sorte que je ne savais pas encore comment répondre à un truc du genre. Tu vois un peu. Et quand elle disait ça, j'étais juste. Le truc, c'est que c'est dans un contexte où tu ne t'attends pas. Tu vois un peu et tout. Et par exemple, lorsque vous êtes en train de travailler, elle vous met la pression, quelque chose qui est normal, on est payé pour ça. Et puis, je m'entends derrière, elle va te dire par exemple que, pardon, fais vite, nous ne sommes pas en Afrique ici. Ici, là, les gens sont occupés, les gens ont quelque chose à faire de leur temps. Donc, j'ai été tellement frustrée par des choses comme ça. Non, mais généralement, le petit conseil que moi je vais te donner, peut-être parce qu'il y aura encore des jeunes qui vont arriver, qui vont chercher à travailler, c'est que quand tu fais face à ce genre de trucs, l'Italie déjà est un pays avec la loi punit ce genre de comportement, ce genre de propos. Tu vas voir ton patron, si ton patron n'agit pas, je ne suis pas dans un commissariat, tu t'exprimes, tu dis ce que tu as dit. Maintenant, pour ceux qui sont comme moi, je te réponds d'abord sur place. Maintenant, tu te fâches, ça part ou ça part, on assume. Mais bon, c'est pas ce que je vais conseiller parce que c'est pas aussi. Faites ce qu'il faut. Allez voir vos patrons généralement quand ce genre de trucs arrive. Il faut aussi signaler que. En même temps, il y avait tellement de choses qui se passaient dans ma tête parce que la vérité, c'est que c'était la première fois que je travaillais de ma vie. Du coup, je ne savais pas si c'est moi qui en faisais un peu trop
où c'était tout à fait normal dans le monde Dans le du monde du travail. travail, Du coup, non. j'étais tellement mitigée. Est-ce que je dois répondre? Est-ce que je ne dois pas répondre? Donc, premier travail, premier job en Italie, avec des gens qui font l'effort de comprendre ce que je dis. Peut-être que je ne m'exprime pas forcément toujours. Donc, à un moment donné, je me suis dit Non, mais après, que je comprends. Toi, tu étais un peu dans le monde. Est-ce qu'ils sont généralement, c'est de la nature, ou du moins, est-ce que c'est comme ça que le monde de l'emploi se passe et tout? exactement, c'est ça. Mais non, pas du tout. Il y a des gens qui généralement sont très bienveillants. Et la vérité, c'est que c'est avec le temps que j'ai compris que bah, je n'avais pas subi tout ça. Comme et quoi, l'expérience aussi nous fait grandir. Exactement. C'est à travers des expériences qu'on arrive à... C'était vraiment ma pire expérience jusqu'ici. Mais après, dans la vie de chaque jour, c'est pas toujours. Ils sont pas tous gentils ou bien. La vérité, c'est qu'ils n'ont même pas à être gentils avec nous. Mais je dirais qu'il y a des personnes vraiment aimables parmi eux et voilà, ça va. Ok. Je ne me plains plus et ça va. Et si toi aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as eue en Italie, tu avais à conseiller un frère, une soeur au pays de venir en Italie peut-être poursuivre ses études, quel est le conseil que tu aimerais lui donner? Le conseil que j'aimerais lui donner d'abord, c'est d'être sûr de ce que la personne a envie de faire, de son projet d'études et tout. Parce que, et beaucoup se renseigner là-dessus. Parce que je ne sais pas si comme je disais tantôt, je suis arrivée ici, après avoir échoué à mon concours de médecine, j'ai rencontré quelques petits trucs là et voilà, ça m'a un peu pénalisé au niveau de mes études jusqu'à présent. D'une façon ou d'une autre, ça m'a pénalisé et tout. Donc, du coup, il faut être vraiment très sûr de ce que tu veux faire comme étude ici et bien te renseigner sur les tenants et aboutissants de chaque filière. Chaque filière d'abord et tout. Et je pense que c'est le conseil le plus. Et voilà. Et en parlant peut-être des filières, si tu as ta soeur, peut-être ton cousin, ta cousine qui veut venir en Italie, toi, quelle est la filière que tu lui conseillerais de manière directe? Fais cette filière. Ou du moins, peut-être dans 2 ou 3 filières selon toi. Je ne peux pas donner de filière comme ça. Parce que je pense que les études, c'est quelque chose qui, pour moi, d'une façon ou d'une autre, je trouve que ça demande de la volonté. Ça demande d'aimer d'abord ce que tu es en train d'étudier. Exact. Je comprends ce que tu dis. Mais tu dois choisir minutieusement la filière que tu veux faire. Ne pas écouter ceux qui disent par exemple que non, en faisant par exemple des filières comme infirmerie, forcément quand tu vas finir, tu vas trouver le travail. Il faut bien te renseigner là-dessus. Dans l'avenir, je ne sais pas comment le dire. Non, j'essaie de comprendre plus tu vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu aimerais faire ce métier-là toute ta vie? Ouais. Tu essaies de te dire, si tu termines par exemple tes études à 25 ans, 28 ans, 30 ans, et tu dois peut-être travailler pendant 20 ans ou 25 ans, est-ce que tu vas pratiquer ce métier-là pendant toutes ces années-là? Réfléchir. Je n'en disconviens pas de tout ce que tu viens de dire, mais je lui dis, il y a aussi ce qu'on va appeler la réalité du terrain. Nous savons, ou du moins nous sommes conscients qu'il y a des filières qu'on fait en Italie et qu'on n'arrive pas à trouver du travail. Ceci dit, j'ai toujours dit, j'avais même fait une vidéo là-dessus où je disais, tu peux venir faire une filière qui te passionne. Mais par contre, avant de venir faire ta filière qui te passionne, il faut savoir où tu iras travailler après. Tu peux ne pas travailler en Italie, comme ceux qui font économie généralement, ils rencontrent des difficultés pour travailler. Et généralement, j'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent vers moi et me demandent. Moi, je leur dis, faites économie, c'est une très bonne filière. Mais est-ce que tu es prêt à retourner peut-être travailler au Cameroun? Est-ce que tu es prêt à aller travailler en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu es prêt de partir peut-être aux États-Unis travailler? Parce qu'en Italie, c'est très difficile de trouver le travail là-dessus. Ce que je dis toujours à tout un chacun, c'est que il y a toujours un pays, une place dans le monde où on aura besoin de quelqu'un qui fait ta filière. Qui a fait ta filière, par exemple, qui a ton diplôme que tu as. Pourquoi? Parce que, par exemple, si tu viens, par exemple, faire économie, moi j'ai entendu parler des gens, par exemple, qui font 5 ans d'économie, ils ont une magistrale en économie, et ils décident de changer, aller faire des filières comme... Je n'ai pas de problème avec ceux qui font infirmière. C'est juste que je prends l'exemple sur l'infirmerie parce que ce sont des gens qui sont près de moi, ils sont assez quand même. Par exemple, tu vas finir de faire un master en économie et rentrer faire 3 ans d'infirmerie encore pour espérer travailler. Pourtant,
Il y a des pays comme la Suisse, le Luxembourg, où tu peux aller faire une formation spécifique, ou alors si tu as un bon niveau, tu peux facilement trouver le travail dans ces pays-là. Du coup, moi je me dis qu'il faut juste être très ouvert d'esprit. Par exemple, être ouvert d'esprit dans le sens où, même s'il fallait qu'après ça, tu dois aller t'installer dans un pays comme l'Allemagne, les gens vont dire que non, apprendre la langue c'est difficile. Non, quand tu as la volonté, tu sais ce que tu veux, je pense que c'est possible, tu vois un peu. Et voilà, il faut juste s'informer. S'informer, c'est la base. C'est vraiment... L'information est capitale pour toute personne qui a envie de réussir. Mais je reviens sur ce que tu parlais de l'Allemagne. C'est pas forcément aller en allemand, travailler, n'est pas forcément apprendre l'allemand. L'anglais, base, ça te suffit. Exactement. Maintenant, c'est pour ta vie, maintenant au quotidien, peut-être que tu auras des difficultés, mais sinon, dans le monde de l'emploi, l'anglais suffit. Je le dis parce que j'ai rencontré des gens qui travaillaient comme informaticiens. Même ici en Italie, qui sont partis. Il y en a qui survivent sans parler l'italien, ils parlent juste l'anglais, j'en connais. Pour le monde du travail et tout. Et, toi, dans cette filière que tu fais aujourd'hui, est-ce que c'est une filière qui t'est passionnée ou du moins si tu as choisi parce que les deux autres n'ont pas donné? Pour de vrai, j'ai choisi parce que les deux autres n'ont pas donné. Okay. Mais, avec le temps, je trouve une source de motivation dans ce que je fais. Okay. Parce que j'ai des objectifs. Je sais que forcément, à un moment donné, ça va payer plus ou moins. Pas forcément payer. Tu vas atteindre des je sais ce que je veux maintenant et j'aime ce que je fais. Okay. Tu vois, comme on dit que la petite vient en mangeant et voilà. Mais si à un moment donné, je suis allée m'inscrire dans cette filière, c'est parce que je savais que d'une façon ou d'une autre, ça me mènera à atteindre mes objectifs que je me suis fixé à la base. Okay. Tu vois un peu le truc. En tout cas, nous, on te souhaite beaucoup de courage et que Dieu te bénisse dans ton choix et ta confiance. Merci à toi également. Est-ce que toi, tu as une question que tu aimerais me poser, que tu aimerais savoir? Je dirais, pourquoi tu as décidé de faire des vidéos sur YouTube? Pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube? Ça, c'est une excellente question. Excellente question. Je vais être direct, peut-être développer après. Ouais. J'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube parce que je n'avais personne à qui parler de mes problèmes. Moi, je fais un coucou à Yvan. C'est une personne qui m'a rencontré aussi dans une période où c'était très très difficile. Ouais. Très difficile. Et quand on se rencontre à cette période-là, c'est la première personne sur qui je trouve au moins c'est un point où je peux aller un peu me sentir libre, me sentir bien. Je ne dis pas ça pour heurter ma famille ou quoi, mais c'était un moment, j'ai traversé un moment très difficile. Et quand j'exprimais tout ce que je vivais, tout ce que je traversais à mes parents biologiques, personne ne me croyait. Ou du moins, peut-être qu'ils ne comprenaient pas. Non, ils ne me croyaient pas parce qu'ils se disaient, bon, chez la personne chez qui tu es, ça ne peut pas être ça. Donc, ce que tu es en train de me dire, ça ne peut pas être ça. Donc, je commence à faire YouTube. Si tu vois mes premières vidéos sur YouTube, il y a énormément de vidéos que j'aimerais supprimer. La première vidéo, c'est où je parle un peu de tout ça. Quand je parle, je me sens bien face à la caméra. Après, quand je regarde mes vidéos, je suis content. Mais par contre, j'ai détesté monter les vidéos. Ça, j'ai jamais fait. Donc, j'ai fait ma première vidéo, j'essaie de faire la deuxième et tout. Et c'est comme ça que, comme tu as dit, la petite vient en mangeant, j'ai une passion de ça. Et quand tu vas me parler de ça, beaucoup de personnes aujourd'hui, parce que je me suis réorienté, comme tu parlais d'infirmerie, et il y a des gens qui me demandent, parce que je dis j'ai envie de faire aussi le master, parce qu'aujourd'hui en infirmerie, tu peux faire triennal et faire le master. Il y a des gens qui me disent, mais tu veux aller faire le master et tout, tu veux être chercheur, parce qu'après tu peux faire le master, faire maintenant un master de recherche. Mais tu vas être chercheur, non, je vais terminer, faire mes vidéos sur YouTube. En fait, c'est ce que je veux faire comme truc. Si je suis quand je suis face à la caméra comme ça, je parle aux gens, je suis content. Je suis content, donc ça c'est ce que j'aimerais faire, mais faire infirmerie. Et je te comprends beaucoup parce que récemment aussi, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok et les gens qui me connaissent depuis longtemps, ils étaient beaucoup trop étonnés, même d'ailleurs. Tu fais depuis quand? Parce que généralement, je suis quelqu'un genre enfermé de mon côté et voilà, ils étaient tellement étonnés, mais je me suis dit que non. Je restais par exemple dans ma chambre, je n'ai rien à faire, je vois des vidéos, je me dis que je peux faire des vidéos. Et en même temps, en faisant des vidéos, la vérité c'est que sur les réseaux, on rencontre des gens. Exactement. On rencontre des gens avec qui on parle, qu'on ne connaît même pas. Parfois la relation même,
pouvez vous parler même 2, 3 mois. Après, ne vous parlez pas, mais ça a été un plaisir de partager quelques messages ensemble et voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc, du coup, je te comprends beaucoup. Et Ok, voilà. merci. Et toi maintenant, après tes études, est-ce que tu aimerais rester en Italie ou est-ce que tu aimerais partir travailler dans un autre pays? Alors, je suis encore en train de réfléchir sur la question et voilà, j'y pense encore. Ok. Bon, je pense que vous avez compris, vous avez plus ou moins compris nos expériences depuis le Cameroun jusqu'en Italie. Je ne saurais terminer cette vidéo sans parler du côté sentimental. Est-ce que toi tu trouves aujourd'hui approprié qu'un enfant qu'on envoie peut-être à l'extérieur étudier arrive à se mettre en couple? Est-ce que durant ses études, c'est une bonne chose de se mettre en couple ou au moins attendre de terminer ses études avant de chercher son mari? Alors, avec ma petite expérience des relations peut-être amoureuses, je me dis que l'amour, ou bien, ce n'est pas un truc qu'on programme. Tu vois un peu. Si pendant tes études, tu rencontres par exemple quelqu'un avec qui tu peux cheminer, et je peux dire que ça aide. Ça aide de savoir que tu as quelqu'un que, peu importe ce qui se passe, il suffit que tu lances un appel, la personne est là pour t'écouter. Ça fait vraiment plaisir. Et du coup, je dirais que ce n'est pas un truc qu'on doit programmer. En fait, ce n'est pas une donnée standard. Voilà. Chacun essaie de voir la chose en fonction de sa situation. Exactement. Maintenant, je dirais juste qu'il faut être très objectif. Très objectif parce que la vérité, c'est que si on est venu ici, c'est d'abord pour les études. Et il faut savoir comment ménager les deux ensemble. Voilà. Et moi, je me dis même que la personne qui s'en sort le plus, c'est la personne qui arrive à gérer ces deux-là ensemble et tout. Parce que tu vas te dire que moi, je fais juste mes études et après, il y en a qui le disent, qui fixent ces règles et après ça marche, il y en a pour qui ça ne marche pas. Surtout pour quelqu'un qui a par exemple vraiment l'intention de se mettre avec quelqu'un dans le futur, qui aimerait peut-être fonder une famille, parce qu'il y en a qui n'ont pas vraiment l'envie de fonder une famille, il n'y a pas de problème, et tu fais tes études, tu finis, tu entres dans ta carrière, et voilà. Mais si tu as vraiment l'envie de fonder une famille plus tard, je trouve que avoir une relation maintenant avec quelqu'un avec qui tu fonctionnes et vous évoluez ensemble, bah, c'est tout bénéf quoi. Ok, donc pour conclure, on dirait à chacun de voir. À chacun de voir. Exact. À chacun de voir. Et pour ressortir de cette vidéo, parce qu'on arrive déjà à la fin, est-ce que toi, tu as plus ou moins un conseil que tu vas donner, je ne sais pas à qui ou à quelqu'un ou à un groupe de jeunes qui aspirent à arriver en Italie, ou du moins, est-ce que tu conseilles déjà l'Italie comme pays pour les études? L'Italie, c'est le meilleur pays pour les études. Il n'y a pas de débat. Ok. Pas de débat. Quelqu'un Quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. L'Italie, c'est le meilleur pays pour les études. Tu n'es pas obligé d'y rester après tes études. Okay, mais ça, dès que tu viens pour tes études de là, c'est vraiment... Tu te concentres sur ce que tu as fait. C'est le meilleur. Et surtout que l'Italie offre des bourses d'études. Exactement. Ce qui sauve énormément de jeunes ici en Italie sont des bourses d'études. Et j'allais conclure cette vidéo sans parler des bourses d'études. Toi, bon, je ne parle même pas de ton cas. Généralement, je sais que tu es entouré par des gens qui ont peut-être perdu les bourses d'études. Comment est-ce qu'ils font pour vivre au quotidien? En ce qui concerne ceux qui perdent leur bourse d'études, je sais que ça doit être très difficile. Parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de trouver un job ici en Italie, il faut se le dire. Et pour un étudiant qui n'a pas peut-être le support familial et tout, j'imagine que ça doit être très difficile. Très difficile. Donc, je pense qu'ils se battent avec les jobs d'été, les jobs même partiels pendant les cours, ce qui rend les choses plus difficiles, ce qui peut prolonger leur cursus. Et voilà, c'est pas évident. J'imagine que ça ne peut pas être évident, mais franchement, ils font des petits jobs. Genre, le petit conseil que tu as donné, c'est si tu arrives pour les études fréquentes. Donc, même si tu as 30 ans, tu te dis que non, j'ai 30 ans, il faut déjà que je fonde ma famille, ça ne coûte pas. Si tu es venu pour les études, finis d'abord tes études et cherche l'argent après. Dis-toi que, moi je dis toujours aux gens que, réfléchis comment. Dis-toi que si je paie 1 an sur les banques, ça fait 1 an de salaire que je paie. Et quand tu vas voir ça comme ça, l'argent des jobs là, ça ne peut pas remplacer ça. Du coup, si ce n'est pas seulement pour survivre, si tu es boursier, je te conseillerais vraiment de te concentrer sur tes études. Donc c'est un peu ça. Merci, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et je n'aimerais pas la conclure, donc je lui laisse le soin de vous donner le mot de fin.
Merci de m'avoir invité sur ce plateau, Arnold. Merci à Et voilà. Je trouve que c'est vraiment intéressant et très approprié même de faire ce genre de vidéo pour édifier, pour partager son expérience avec les autres. Et voilà, je t'encourage beaucoup. Merci bien. Merci. Ciao.